Visage fermé, ton martial, Vladimir Poutine reste une énigme depuis le début de la guerre en Ukraine. On a beaucoup glosé sur sa personnalité, son parcours, son enfance, les avis divergent. Qui est-il? La question reste ouverte, donc 11 mois après le début de la guerre en Ukraine. Bonsoir Galia Karman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne spécialiste du monde soviétique et russe. Vous avez co-dirigé avec Stéphane Courtois ce livre noir de Vladimir Poutine, paru aux éditions Perrin, Robert Laffont. Donc voilà, très complet avec beaucoup d'experts, je le disais. Beaucoup de questions, des réponses aussi sur l'homme, le président Vladimir Poutine. Alors ce que vous vous rappelez de prime abord, c'est que rien ne le prédestinait à ce destin. Vous dites même, c'est incongru. En fait, il n'avait pas le profil, selon vous? Ça, c'est une chose un peu difficile. Je pense que, en effet, Poutine était un très bon espion. Il a été un membre du KGB depuis sa jeunesse. D'ailleurs, maintenant, il y a des preuves, des documents qui ont refait surface, comme quoi il a participé personnellement à la persécution de dissidents dans les premières années de sa carrière au KGB. Vous racontez qu'il sait faire le compromat, il avait déjà maîtrisé parfaitement cette technique. Absolument, parce que dès son entrée au KGB, il a été donc affecté au service qui s'occupait des dissidents. Donc il a assisté aux interrogatoires, il a assisté et participé aux perquisitions dans les appartements de dissidents. C'est-à-dire cette idée du KGB qu'il faut combattre la dissidence, elle est restée ancrée en lui pour toute sa vie. Il était redouté et redoutable déjà à l'époque? Je ne sais pas s'il était redouté parce qu'il était un petit pion. Ensuite, il a fait l'académie ou l'institut, comme vous voulez, d'Andropov. Et donc, il a fini par être affecté à Dresde comme un illégal, c'est-à-dire il avait un poste de couverture à l'ambassade, mais il n'était pas sous son vrai nom. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a fait, dont toute la jeunesse a été consacrée quand même au travail d'une part de filature et ensuite donc de recrutement. Par exemple, il était occupé à recruter des Occidentaux qui venaient en Allemagne de l'Est pour des affaires, etc. Mais vous vous rappelez, est-ce qu'on peut dire que c'est un fin tacticien? Parce que personne ne l'attendait, vous l'expliquez dans ce livre, et même s'il reçoit le soutien de Boris Eltsine, au début, personne ne pense qu'il va devenir presque un tsar finalement. Oui, mais cela peut être assez facilement expliqué. En fait, il a probablement toujours gardé ses liens au sein du KGB devenu FSB. Et en fait, le grand bond dans sa carrière précède sa nomination en tant que Premier ministre. Il devient chef du FSB. Lui, qui est seulement lieutenant-colonel. Et donc, nécessairement, il devait y avoir des généraux du KGB qui non seulement l'ont accepté, mais il avait le profil qui pouvait prendre en quelque sorte le pouvoir au profit du FSB. Et je pourquoi? pense que c'est ça Loyauté très absolue? important. Pourquoi? Qu'est-ce qui Oui, c'est vrai que ça pourrait être cette piste qu'il a été soutenu, mais pourquoi? Parce que Oui. vraiment, il a le profil. Et on rappelle qu'à 17 ans, il vient se présenter. Il veut être au KGB. Vous savez, il y a plusieurs années de cela, j'ai interviewé l'un des faiseurs des rois, comme on dit, qui s'appelle Gleb Pavlovski, qui était quelqu'un de très influent dans le PR, les relations publiques, la création de l'image, etc. Et donc, il m'a expliqué qu'à l'époque, ils ont décidé au Kremlin, d'abord, ils ont décidé quel profil il leur faut. Vous voyez? Et donc, ça devait être un homme militarisé, mais pas militaire. Ça devait être un homme jeune, bien sûr très intelligent, qui n'a pas trop de casseroles derrière et qui est physiquement apte et qui ne boit, ne fume pas, etc. Parce que par rapport à Yeltsin, il fallait quelqu'un de jeune et de costaud. Donc même l'image comme quoi il était champion de judo et tout ça, judoka avec ceinture noire, tout ça était positif. Donc il a été probablement sélectionné sur l'ensemble de ses qualités, plus les qualités moins connues
mais qui était néanmoins apprécié parce qu'il y a eu aussi des choses bien plus sombres que des combats judo. Oui, mais alors juste pour revenir à ses qualités, vous avez dit l'intelligence. C'est un homme intelligent, on peut le dire aujourd'hui. Fin tacticien, certes, intelligent aussi. Je pense que c'est un homme intelligent, c'est un homme relativement peu cultivé. Vous savez, il y a un livre qui est très intéressant, paru il y a quelques années dans la tête de Vladimir Poutine, de Michel Elchaninov, où Elchaninov, à la base de discours de Poutine, de mentions des noms, etc., déduit qu'il a été influencé par tel philosophe russe, etc. En fait, je pense que c'est très exagéré. Ce sont ses conseillers qui lui préparaient tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un homme qui a été à la fois familier avec la pègre à cause de son enfance et sa jeunesse passée dans les cours d'immeubles assez sales et délaissés. Une famille pauvre Une famille pauvre à Saint-Pétersbourg. Et l'auréole, en quelque sorte, du KGB, ensuite devenu FSB, parce que ça donnait une possibilité de faire avec d'autres moyens ce que faisait la pègre. Oui, vous parlez d'un système mafieux qui s'appuie aussi sur le régime repose sur les siloviki, pardon, c'est les hommes des services secrets. Ça, c'est plusieurs fois expliqué dans ce livre noir de Vladimir Poutine. Je voulais regarder cette image, elle date du Noël orthodoxe, où là on a vu Vladimir Poutine donc, qui venait se recueillir voilà, dans cette église. On a l'impression que c'est un homme solitaire. Alors est-ce que c'est un homme solitaire ou un homme qui peut se reposer sur des hommes vraiment loyaux? Il n'était pas du tout solitaire il y a encore quelques années. Je pense que c'est d'une part sa paranoïa, sa peur d'être assassiné, contaminé, empoisonné, parce que lui-même l'a fait à plusieurs reprises à d'autres, et plus la peur panique du Covid. Qui l'a poussé à l'isolement. Pendant 2 ans, il est resté chez lui dans son bureau et il a dirigé le pays par écran interposé. N'importe quel proche. Oui, depuis le début de la guerre, là, il a fait beaucoup d'apparitions publiques. Comment vous l'expliquez? C'est de la communication? C'est bien sûr de la communication et une partie, en tout cas, de ces apparitions dans différentes villes russes, c'est probablement non pas les vraies personnes, mais soit les membres du FSB, soit des acteurs recrutés, en clair les figurants. Voilà. Et ça, à quelques reprises, on a pu le constater. Donc oui, il se déplace davantage, mais il reste quand même extrêmement prudent. Prudent dans ses déplacements. Et là, ce que vous avez vu, un homme tout seul à la chapelle au Kremlin, mais c'était pareil, par exemple, il y a quelques mois, il est allé commémorer les victimes de la grande famine, on peut dire, à l'ex-Leningrad, qui s'appelle maintenant Saint-Pétersbourg, parce qu'il y a eu le siège de Leningrad qui a duré plus de 3 ans, et il y a eu plus d'1 million de morts. Donc, il est allé se recueillir devant le monument à ses victimes, mais Saint-Pétersbourg, où vivent les familles dont les ancêtres sont morts, ils n'ont pas été admis ce jour-là au cimetière jusqu'à ce qu'ils partent à 3 heures de l'après-midi. Voilà, et on voit là aussi la figure d'un homme seul qui se recueille seul, il n'y a personne autour. Je pense qu'il craint surtout pour sa sécurité. Alors Galia Kerman, on va parler de la guerre en Ukraine, évidemment, avec ces images qui nous sont parvenues récemment de Soledar, dévastée, rasée, ça fait penser à Mariupol, ça fait aussi penser à Grozny en Tchétchénie. En fait, est-ce que c'est toujours la même logique qui se répercute dans la guerre et dans ces... C'est une logique qui vient de la matrice, si l'on peut dire, des combats de la Seconde Guerre mondiale, parce que on sait que du côté soviétique, il y a eu 4 fois plus de victimes militaires que du côté allemand. Et on se demande pourquoi, mais parce que c'était l'ordre du chef des opérations, M. Zhukov, qui a dit une fois,
eh ben, ne craignez pas de sacrifier les hommes, les bonnes femmes feront naître de nouveau. Donc la logique, c'est d'une part, pas un pas en arrière. Il y a des unités de barrage, donc les gens qui sont envoyés en première ligne, souvent pour déminer avec leur corps des champs de mines, sont des hommes sacrifiés. Oui, pour vous, il peut sacrifier des hommes et malheureusement, c'est une tradition, si je vous écoute, enfin en oui, tout cas soviétique. Un mot, parce que le rapport aux Occidentaux, là c'est souvent dit, alors on l'a déjà dit, on le redit, mais dans votre livre, vous l'expliquez bien, les Occidentaux, ils n'ont pas compris Vladimir Poutine, ils se sont laissés berner. Bien sûr, ils se sont laissés berner parce que après Yeltsin, avec son ivrognerie des scandales de corruption, la privatisation très abusive, etc., on voyait en Poutine quelqu'un de jeune, de dynamique, etc. Et donc, il y avait un espoir que, surtout, ça c'est la thèse allemande, mais elle était largement reçue dans d'autres pays occidentaux, c'est que grâce au commerce, on pourra entraîner la Russie sur la voie démocratique, la voie des échanges libres. L'erreur était de devenir dépendant de la Russie, ce qui s'est produit en Allemagne avec le pétrole et avec le gaz en particulier. Et cette dépendance devait permettre ensuite à Poutine de dicter ses conditions politiques. Là, il y a des sanctions économiques fortes qui ont été prises. C'est un affront pour Vladimir Poutine ? C'est un affront et c'est quelque chose dont, pour l'instant, le régime s'accommode tant bien que mal. Mais je vous donne quelques chiffres. Par exemple, les achats de voitures en Russie ont reculé par rapport à l'année précédente de 55% ou même de 60%. Il y a beaucoup les achats du matériel électroménager pour la maison ont en revanche explosé. Pourquoi ? Parce que en fait, le régime achète par divers moyens, grands magasins, etc. Mais ils achètent en fait l'électroménager pour utiliser les éléments électroniques qui leur manquent pour leurs armements. Vous voyez ? Donc, peu à peu, les taux se resserrent. Et je pense que si cette guerre continue, maintenant que les Occidentaux ont surmonté ce chantage russe au gaz et au pétrole, et que en plus les prix du gaz et du pétrole baissent déjà fortement et vont baisser encore plus, ça mettra le régime vraiment en difficulté. Merci Galia Ackerman d'être venue dans 64 minutes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, enfin que vous avez co-dirigé avec Stéphane Courtois, Le livre noir de Vladimir Poutine, aux éditions Robert Laffont, Perrin. Merci à vous. Merci.